Eh, vous avez encore le temps pour des dernières emplettes de Noël? Eh bien, ça tombe bien, j'ai le cadeau parfait pour vous. Scotty, c'est quoi le nom du sponsor de cette vidéo? Exactement, c'est Holy. Holy est une boisson énergisante saine, sans sucre, sans taurine, avec des arômes et colorants naturels et vegan. Ouf, c'est pas rassurant de devoir le préciser ça. Ils mettent quoi les autres boissons à base de fruits dans leur truc? Et surtout écologique, car c'est pas en canette mais en sachet ou pot contenant une poudre. Il vous suffit d'un shaker et de la poudre de votre choix. Remplissez le shaker d'eau et de glaçons, mettez une cuillère à café de poudre Holy, secouez bien et vous avez une délicieuse boisson énergisante ou un délicieux thé glacé. Un thé glacé? Non merci. J'ai pu tester un petit peu tous les goûts et ils sont tous délicieux. Même les thés glacés qui, d'habitude, je suis pas fan de thé. Mon thé préféré étant celui au mûr et au thé noir. Mais bien sûr, je préfère la Holy Energy, notamment la Citrus Cobra, qui est délicieuse. Mais ma préférée reste la Strawberry Shark, à la fraise et à la mandarine, deux de mes fruits préférés. Mais vous avez un tas d'autres goûts. Framboise yuzu, grenade, figue de barbarie, cerise, raisin vert, mangue kiwi et j'en passe. Le tout avec de la New Caf, des cristaux de caféine qui boostent réellement sur le long terme et sans crash post-caféine. Je savais même pas qu'il y avait un terme pour ça, c'est bon à savoir. Vous pouvez même prendre un shaker thermo, silencieux quand vous avez besoin de secouer, et tout un éventail de goûts pour la gamme thé comprenant de l'antioxydant et des tas de vitamines. Donc profitez des soldes de Noël, testez un pack découverte d'énergie, d'Ice Tea ou les deux, c'est une très bonne option pour découvrir les produits. Et si vous aimez ça, choisissez après les pots de ceux que vous préférez. Allez dans le lien dans la description et profitez du code promo Fermela5 pour profiter de 5 € de réduction. Faites-vous du bien avec une bonne boisson énergisante, facile à préparer, saine et écolo. Merci à Holy pour le sponsor, joyeux Noël et bonne vidéo à tous. Je vois même pas pourquoi on continue, monsieur WC. Je veux dire, on a laissé planter le film, non? Oui. Et on avait déjà prévu de rebooter tout l'univers cinématographique l'année dernière, non? Oui. Alors pourquoi on laisse pas ce film de merde être condamné et passer à autre chose? Parce que ça nous plaise ou non, ce film est un film Warner et DC. Si nous admettons que ce film était nul, ce serait un nouveau Batman et Robin. Et il faut qu'on évite que ça se reproduise. Car ça voudra dire qu'on n'a pas avancé en un quart de siècle et les actionnaires nous feront plus confiance. Non seulement à nous, mais aussi aux films de super-héros. Et nous ne pouvons pas laisser notre seule licence à minimum profitable mourir. Oh bah ça va, on a toujours Godzilla. On va bientôt faire le tour. Le Seigneur des Anneaux. On a déjà fait le tour. Harry Potter. Et nous rattacher à cette conne de JK, tu veux que je meure? Mad Max. Plutôt crever que de donner de l'importance à George Miller. Et Looney Tunes. Des quoi? L'univers Conjuring. On a sorti un film là-dessus cette année. Ah bon? Exactement, tout le monde s'en branle. On a placé tous nos œufs sur DC. C'est littéralement le seul univers qu'on a pas trait jusqu'à la moelle parce qu'on panique dès qu'on fait le moindre crossover. Donc qu'on gagne ou perde ce procès, ce qui compte, c'est que tu donnes l'impression qu'on assume ce film et qu'on ne fera pas un reportage de 5 ans après où Michael Shannon dit qu'il avait l'impression de jouer dans une pub pour jouer ou une connerie du genre. Trop tard, il a dit chez Collider. Le fils de pute. Bon, retourne bosser pendant que je dissèque ce traître. Je suis vraiment l'avocat de la mafia, moi. Je croyais qu'on parodiait Phoenix White là. Je suis désolé, hein, mais depuis que j'ai vu Better Call Saul, j'essaye des trucs hein, pour en mettre un petit zeste, tu vois. Donc t'as pas le temps pour Phoenix White, mais t'es déjà pressé pour Better Call Saul. Eh, admets que ça collerait bien, non? Tu sais que Saul Goodman c'est un escroc, pas vrai? Votre honneur. Ah bah vous avez mis votre temps, dis donc. Ouais, excusez-moi, beaucoup de paperasse ces temps-ci. Tu m'étonnes, à force de brûler la baraque, faut bien s'assurer qu'on va bien toucher l'assurance, pas vrai? Je suis pas censé objecter quand il fait ce genre de remarques en fait. Eh ben putain, il était temps de t'en rendre compte toi. Non, parce que je sais plus combien d'insultes et de suggestions du genre il t'a fait là, on doit être dans la bonne vingtaine depuis le temps là. Bon, on se grouille là, parce que là en fait j'ai déjà loupé l'anniversaire de Doctor Who là. Non mais en même temps c'est toi qui perds du temps à ne pas parler du film hein. Bah j'ai parlé de l'acteur principal, j'ai parlé des soucis de production, j'ai parlé des effets spéciaux. Mais pas de ce qui se passe dans le film. Bah j'y viens, c'est ma faute à moi si ton film il est nul à chier même derrière la caméra. Cohérent dans son incohérence. Le film ne se respecte pas lui-même. Il ne respecte pas les règles qu'il a mis en place, il ne respecte pas son ton, et il ne respecte même pas ce qu'il fait. Le problème de ton, pour commencer, peut se résumer par cette scène. Le nourrisson n'a pas survécu. Cette scène se veut dramatique. C'est la scène où Kara découvre qu'elle a échoué à sa mission. Elle n'a pas pu sauver sa seule famille. Elle a subi tout ce qu'elle a subi pendant des années, s'est battue pour survivre, et la dernière chose qui donnait sens à sa vie est mort. Ce moment se veut puissant et émotionnel. L'actrice Sasha Calle donne tout ce qu'elle a dans cet instant. Tout est fait pour que l'on sente la colère de Supergirl qui se lâche contre Zod. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et une fois que Zod révèle que l'enfant qu'elle devait protéger est mort, elle lui donne un coup puissant, suivi de ce plan séquence où on l'accompagne dans ce combat. Et puis...
Le film gâche tout en forçant à kiffer la nostalgie des films de Burton. Et après ça... Yes! Échec personnel qui détruit le sens de mon existence! Trop rock! Yeah! Ok, je vais dire un truc qui va peut-être sembler blasphématoire, mais je vous jure qu'on en est là. La Whedon Cut de Justice League était plus homogène et cohérent en termes de style et de ton. Oula, alors... Non, attends. Oh merde, le pire c'est que t'as raison. Ouais, ce film qui a littéralement changé de réalisateur en cours de route et qui a complètement changé le ton global du film est plus cohérent que ce film qui n'a pas changé de réal et qui aux dernières nouvelles a toujours correspondu au ton qu'il devait avoir depuis le début. Le film a eu beaucoup de déboires, mais il n'a pas été remonté ou eu des reshoots drastiques. La seule chose qui a réellement changé, c'est la fin, et encore, c'est surtout pour se mettre d'accord sur ce que le film allait mettre en place pour les suites annulées. Donc vraiment, c'est dingue de voir ce film passer du drame émotionnel à la pantalonnade et ce sans transition, quoi. Ça participe à cette apathie que t'as en regardant le film, genre... Si tu veux. Oui, on a des tas de films de super-héros qui mélangent le drame, le fun et l'humour, mais ils savent le doser, ils savent faire des transitions de ton. Même en dehors du genre des films de super-héros, des films comme Second Tour d'Albert Dupontel, que vous devez voir car c'est génial, j'en parle juste pour la promo, c'est doser et amener le ton humour noir, le ton drame, le côté fantaisiste, le côté réaliste, tout en créant cet univers où ces contradictions peuvent coexister. Comment? En évitant par exemple que ces tons soient dans la même scène, solution simple, ou bien en faisant une progression pertinente avec ce que la scène raconte, en faisant des choix de dialogue ou des musiques bien placées qui aident à faire une transition entre deux émotions différentes, ou en justifiant l'affrontement de deux tons différents avec deux personnages au caractère qui se contrastent. Même les gags à la Marvel qui gâchent le drame ou un moment cool sont conçus pour dynamiter ces moments. C'est lourd, certes, mais au moins ça a un but et que ça nous plaise ou non, il réussit ce but. Même si dans l'ensemble c'est contre-productif. The Flash, c'est comme si tu foutais un gag de Peacemaker au beau milieu d'une scène grave à la Batman v Superman. Ça ne colle pas et ça enchaîne mal. C'est un problème qui était déjà reproché à Andy Muschietti, d'avoir du mal à gérer le ton de ses films. Particulièrement dans ça, où on passe d'une scène d'intrigue lugubre à... ceci. Ça dure 5 secondes, mais ça sort de nulle part dans une scène d'explication sérieuse et à l'atmosphère inquiétante. Et j'ai toujours pas compris ce passage dans le chapitre 2. Non, vraiment, what the fuck was that? C'est un problème qu'on mettait souvent sur le dos de Stephen King, qui a toujours mélangé la naïveté à l'excès et l'horreur sadique dans ses mêmes histoires. Mais on peut se dire que c'est un problème avec les réalisateurs qui essayent de l'adapter, et il est vrai que ça devient une drôle de récurrence chez Andy. J'ai rien à voir, moi, avec les saloperies. Ou bien le mec n'a pas de chance et il est tombé sur deux licences au ton mal géré. Parce que les précédents films DC Comics avaient aussi un problème. Que ce soit Black Adam qui met une musique d'action durant un moment de tendresse et de retrouvailles dans l'au-delà, ou Shazam 2 qui se finit par l'enterrement de notre héros principal et une note ultra triste et déprimante, quand soudain... Meuf! Un gosse est mort là! Tu veux bien? Attends. Ah ouais, putain, vous le ressuscitez comme ça! Wow! Bah alors pourquoi tu l'as enterré contre film? Mais c'était pas qu'en termes de ton que ce film est incohérent. Preuve en est, avec quelle version de Justice League ce film est canon? La Whedon Cut ou la Snyder Cut? Je suppose la Whedon Cut, car même Zack Snyder dit que sa version du film n'est pas canon. C'est celle qui est la plus cohérente en termes de ton, et cette version de Justice League se finissait sur le Superman en cape rouge qu'on aperçoit dans The Flash. Et l'humour nul à chier, aussi. C'est là qu'ils ont enfermé Superman. On croirait une grosse burne. Ok, message pour tout film voulant faire de la comédie. La blague de tel mec voit un truc un petit peu rond et appelle ça une couille est désormais interdite. Sérieux, à quel point t'es obsédé pour croire que la moindre boule que tu vois est une couille? C'est même pas la première fois que j'entends cette blague moisie, quoi. Giant testicle. Quitte à piquer une blague à un film, au moins piquer une blague drôle. Comme là. Allô? Yo, what's up? J'ai besoin de ton aide, peux-tu venir? Je peux pas, je suis en train d'acheter des choses. Ok, ben dépêche-toi pis viens-t'en après. Je trouve pas les choses. De quoi tu parles? Tu trouves pas les choses? Je trouve pas les choses, y a juste de la soupe. De quoi tu parles? Y a juste la soupe. Ça veut dire qu'il y a juste de la soupe? Ben des crises de la lait de soupe de bord. Ok, le gros, t'es pas obligé de me crier après. Y a juste de la soupe. De quoi tu parles? Y a juste la soupe. Y a juste de la soupe. Ben va dans une autre allée. Y a encore juste de la soupe. Chris, t'es où en ce moment? Je suis à soupe. De quoi tu parles? T'es à soupe? Je t'ai dit que je suis à soupe. T'es dans quel magasin, tabarnak? Je suis au magasin de soupe. Ben pourquoi tu veux acheter des choses dans un magasin de soupe, sacrement? Fuck you.
Mais malgré ça, on a quand même des références à des scènes exclusives à la Snyder Cut, comme ce plan d'Aquaman qui n'était que dans la Snyder Cut. T'es en train de me dire que tu as remonté le temps. Comme à Pozarnov. Ouais, comme à Pozarnov. Flash n'avait pas remonté dans le temps à Pozarnov dans la Whedon Cut, c'était arrivé que dans la Snyder Cut. Donc peut-être que Snyder n'est pas au courant que Warner considère sa version de Justice League comme la version canonique. Faut dire, c'est tellement le bordel l'univers cinématographique maintenant. Et ouais, si c'est canon avec la Snyder Cut, le problème de ton est encore pire. Au moins la Whedon Cut peut servir de transition entre le ton grave de Snyder et le côté léger d'un film à la Shazam ou à la Aquaman. Mais se dire qu'on est censé passer du Batman de la Snyder Cut à celui de Flash, c'est assez improbable. Et du coup, ça veut dire que le voyage dans le temps par Flash ne respecte pas le mode de fonctionnement qu'illustrait la Snyder Cut. Si c'était purement et simplement une suite de la Whedon Cut, ça aurait pas posé problème, car le film pouvait librement créer ses propres règles, vu qu'on n'avait pas mis de règles de ce genre dans la Whedon Cut. Mais comme on lie le système de voyage dans le temps à celui dans la Snyder Cut, ça marche plus. Aussi, je me doute que les scénaristes avaient des soucis à digérer les 4 heures de ce film, mais ce n'était pas la première fois qu'il utilisait ses pouvoirs temporels. Il avait aussi utilisé lors de la résurrection de Superman, et avant ça, il expliquait que c'était déjà arrivé avant. Et c'est sans parler d'Iris. J'ai quand même l'impression qu'on s'est croisés. Genre, il y a 2-3 ans, non? Non, pour la bonne raison qu'on s'est plus recroisés depuis la fac. C'est quoi le problème de cette scène en fait? Barry est évasif par rapport à ce croisement il y a 2-3 ans, parce que ce croisement il y a 2-3 ans, c'est la scène où il a utilisé ses pouvoirs pour la sauver. Oh! Et ben cette scène n'existe que dans la Snyder Cut. Ah bon? Je me souviens pas. Ouais, c'est la scène avec la saucisse. Ah oui, cette scène-là, ouais, ça me revient, ouais. Décidément, tout le monde retient que ce passage, hein. À que retenir d'autres dans cette scène, faut dire. Par contre, comment elle a pu oublier que c'était lui? Vous êtes regardé dans le blanc des yeux pendant la moitié d'une minute, sans parler d'avant l'accident. Et du coup, pourquoi là tu l'as pas reconnu? Et par rapport à Man of Steel, pourquoi le message de Zod est différent? Ils utilisent un effet approchant, mais dans Man of Steel, on n'en voyait pas son visage, que son casque. Et l'effet était encore plus chaotique, donnant une impression de message corrompu par un mauvais signal. Et le « vous n'êtes pas seul » donnait un ton angoissant à la chose. Si c'est pour rajouter des dialogues, ben... déjà vous n'en avez pas rajouté, mais si c'était le cas, t'avais aucun souci de synchro labial en fait, vu qu'on ne voyait pas son visage. Et ne me dites pas que vous avez paumé les rushs, vous avez mis ce message sur YouTube pour faire du marketing à la Dark Knight. Aussi, à quelle distance se trouve Central City par rapport à Metropolis? Parce que dans Man of Steel, il faisait nuit quand ils ont passé ce message, mais à Central City, il fait jour. Bon, je te dirais, il faisait nuit sur toute la planète dans Man of Steel durant cette scène, apparemment. Et pourquoi Zod vient directement au lieu de rendez-vous? Dans le Man of Steel, il essaie juste sa seconde de s'en occuper, pendant que lui, il est resté sur le vaisseau mère, hein. C'est comme si Michael Shannon n'avait pas beaucoup de temps d'écran, et du coup, on cherche une excuse pour en rajouter, parce que c'est techniquement l'antagoniste principal. Et pourquoi les Kryptoniens ont apporté des blasters à la con? Ils sont conscients que l'atmosphère terrestre les rend plus forts et plus rapides, normalement. Ils se protègent avec des scaphandres, ce qui les prive des autres pouvoirs de Kryptoniens. Du coup, dans Man of Steel, ils utilisent juste leur super force contre les militaires. Et d'ailleurs, pourquoi ils galèrent tant contre les militaires? Sérieux, la bataille dure des heures à en croire à la temporalité du montage et les scènes qui se passent entre temps. Mais d'où que les Kryptoniens ont besoin d'heures pour venir à bout des militaires? Dans Superman 2, le temps que tout ça arrive, ils avaient déjà pris le contrôle de la Maison Blanche, hein. Et pourquoi il faut venir des renforts? La nana et l'autre baraquet suffisaient largement. Je vois même pas pourquoi ils perdent du temps à se battre dans le désert, alors qu'ils peuvent juste retourner sur leur vaisseau mère et lancer le terraformage, et boum, ils se débarrassent de l'humanité. Et attends une seconde, pourquoi Zod est là de toute façon? Je veux pas dire seulement pour les négociations, hein, je veux dire sur Terre. Pourquoi il est sur Terre? À la base, il venait juste parce que Superman avait le codex de Krypton, un truc dont Zod avait besoin pour ressusciter son peuple. Mais dans cette timeline, ils ont déjà chopé Kal-El. Nous l'avons retrouvé. Nous avons repéré sa capsule et l'avons récupérée. Du coup, ils ont le codex, non? Ce n'était pas ton cousin qu'il nous fallait. C'est ton sang qu'il nous faut prélever. Quoi? Pourquoi Jor-El aurait planqué le codex dans sa nièce et pas dans son fils? Tout le truc de donner à son fils le codex, c'est parce qu'il était le premier enfant kryptonien né naturellement depuis des siècles. C'était un symbole forcé à la con par la non-subtilité de Snyder et de la complexification parfois abusive de Goyer, mais ça avait une logique au moins. Il y avait un thème, un motif. Et genre quoi, Jor-El savait que son fils allait crever, donc il l'a mis dans sa nièce? Dans l'ADN de celui-ci a été codé tout le matériel génétique utile à notre renouveau. Comment tu sais ça? Tu le savais même pas dans Man of Steel, tu l'as découvert qu'après avoir étudié l'ADN de la personne qui avait le codex en lui. Et tu ne risquais pas de le trouver dans Kal-El, donc t'es pas censé savoir ça en fait. Et c'est pas que pour les films de Zack Snyder que la cohérence va se faire foutre, c'est aussi par rapport aux autres films du DCU. Je veux dire, on parle quand même d'un film qui essaye de nous faire croire que Gotham est la ville la plus sûre du monde. Gotham aujourd'hui est une des villes les plus sûres au monde. Ouais, péter la gueule à des super criminels, c'est tout ce qu'il fallait pour régler le problème de criminalité à Gotham. On emmerde les applications d'une telle politique violente sans la moindre action sociale.
mal, hein. Oui, c'est bien, t'as vu la vidéo de Bolchegeek sur le sujet, bravo. Je veux dire, même Dark Knight Rises montrait que non, ça ne suffit pas de taper sur des criminels, et faire de Gotham la ville la plus sûre peut impliquer des lois trop sévères. Et comme si ça suffisait pas, le film ne respecte même pas ses propres règles. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Flashpoint le problème de la linéarité du temps. Un coup ça marche pas. Mais le film est même pire que ça. Déjà, faudrait m'expliquer pourquoi Flash remonte le temps juste en courant vite dans une rue, mais qu'il part de sa ville, traverse l'autoroute, une autre ville, une autre autoroute, une autre ville, une autre autoroute, une forêt, une rivière, et arrive à Gotham en quelques secondes, sans que ça provoque quoi que ce soit. Genre, cette route est plus longue que tout ça. Il y a vraiment des moments où je n'ai pas l'impression que son pouvoir se base sur sa vitesse, mais sur un bouton sur lequel il appuie pour activer la phase ou le voyage dans le temps, ou un autre pouvoir à la con, une espèce de bouton attention, nouvelle règle. J'ai fait toutes les combinaisons. Cool. Et l'ordinateur et tous les processeurs qui le composent sont aussi entrés en super vitesse au moment où tu as fait toutes les combinaisons? Dis-le direct que t'as débloqué un pouvoir de piratage informatique, hein. Le scénario est tellement merdé qu'on pourrait le croire, hein. Le coup du bol chrono, c'est tellement le bordel qui se passe là-dedans que c'est littéralement une salle dans laquelle il entre ou sort. Vraiment, on n'avait pas un concept qui collait mieux au pouvoir de courir vite. La série Flash était plus simple et moins spectaculaire, mais au moins tu comprenais la logique du truc. Même la scène de la pluie de bébé, je n'ai pas l'impression qu'il va tellement vite que le temps semble figé pour lui. J'ai l'impression que le temps s'arrête autour de lui et qu'il commence à se relancer quand il arrive à bout de son énergie. Sa conscience ne semble pas être affectée ou quoi, ni même ses autres capacités. Quand il fait ce saut là pour taper sur le distributeur, il a pas l'air fatigué en vrai, hein. C'est comme si, à force de plagier bêtement la scène de Quicksilver dans X-Men Days of Future Past, alors que les fans demandaient plus d'idées dans la mise en scène de la super vitesse comme dans The Eternal, vous n'aviez pas réfléchi à comment marche ce bordel. Cette montre, c'est pour lui indiquer qu'il a faim. Non, vraiment, ce con a besoin d'une montre pour lui dire quand il a faim. Comment tu peux ignorer quand tu as faim? Je suis désolé, mais à quel point ton film est con pour que tu aies besoin d'une montre pour savoir ça? Ah, je n'ai plus de jambes. Mais si vous me dites que cette montre, c'est pas pour indiquer qu'il a faim, mais qu'il est en baisse de calories, oui. Alors voyez-vous, on a un truc qui s'appelle l'estomac, hein, et qui fait des gargouilles et qui provoque des douleurs quand t'es en baisse calories, ok? Donc un mec qui est en baisse de calories, il le sait, parce qu'il le sent, il se sent fatigué, il a mal au ventre et tout. Et surtout, au bout d'un moment, bah tu meurs, quoi. Personne n'a besoin d'une montre pour ça. Ton corps, c'est pas une voiture où t'as besoin d'un truc pour jauger l'essence qu'il y a dedans, hein. Et si le mec va tellement vite qu'il peut défoncer des kryptoniens et brûler des vêtements, comment les bébés ont survécu à son toucher? Comment tout le monde survit à son toucher? Ça devrait pas finir comme dans The Boys, là? Et comment les bébés peuvent être encore en vie? Leur cerveau devrait finir en œuf brouillé à partir du moment où ils chutent de l'immeuble, rien qu'avec la violence de la secousse. Aussi, la super vitesse de Barry lui permet de se régénérer après une blessure. Donc pourquoi Barry 2 ne guérit pas sa cicatrice au visage? Pourquoi il ne guérit pas tous les dégâts qu'il se prend durant le final? Barry 2 existe parce que Flash a remonté dans le temps. Mais du coup, ils deviennent quoi les Barry précédents chaque fois que nos deux Barry remontent le temps dans la bataille finale? À force de remonter la même bataille, Barry 2 ne devrait pas se retrouver avec une centaine de Barry pour l'aider à sauver Supergirl. Et on parlera plus tard du bordel de points fixes dans le temps qui les empêche de sauver Batman et Supergirl. Mais avec la vitesse à laquelle il va et son pouvoir de remonter le temps comme il veut, tu veux me faire croire qu'il ne peut pas arriver à temps pour sauver les deux? L'homme le plus rapide du monde, mon cul. Et je ne vois pas pourquoi il s'embête à combattre les Kryptoniens directement, alors que l'urgence de ce moment, c'est le terraformer qui détruit la planète. Tu te souviens, Barry? C'est le moment traumatisant que tu racontes à ton truc du passé. Tout ce final est débile. Personne n'a de raison d'être là, dans ce désert moche filmé avec le cul, et ils sont à la fois trop puissants pour échouer et trop stupides pour gagner. Autant les gentils que les méchants. Ce film est trop pressé d'aller à des scènes émotionnelles programmées et des enjeux artificiels, au point d'oublier la fluidité et ce que lui et les autres films de cet univers ont mis en place. Ce film existe uniquement pour servir de pont d'un univers cinématographique à l'autre, et il échoue rien qu'à ça. Alors, oui. Mais il y a le Batman de ton enfance, regarde, c'est Michael Keaton qui revient en Batman. C'est trop bien, non? C'est trop bien. Non. Ah si, même qu'on a pris le même acteur et qu'on met la musique de Danny Elfman, là. Non. Caresser dans le sens du poil ma nostalgie pour les films de Burton ne va pas régler le problème de scénario. Mais surtout, non, ce n'est pas le Batman de mon enfance. Vous n'avez fait que reprendre sa forme. Le fan service le plus artificiel du monde. À quoi sert le multivers? Non, parce qu'à force de faire des tas de films et séries sur le concept, faudrait peut-être commencer à se poser la question. À quoi sert le multivers et les dimensions parallèles?
Je donnerai plus de détails sur le concept narratif du multivers quand je parlerai d'Across the Spider-Verse, mais à la base, c'est une question de déconstruction. Confronter un personnage à une version alternative de lui-même ou de son environnement pour qu'il remette en question son existence et trouve sa voie dans l'immensité du cosmos. L'équipe de l'Enterprise est confrontée à une version conquérante, cruelle et barbichue de leur fédération pour mieux comprendre l'importance de leurs idéaux et voir qu'est-ce qui les rend spéciaux, les conditions dans lesquelles ils ont vécu ou quelque chose de plus pur. Laissez-moi vous dire que votre empire est illogique, parce qu'il ne sait pas attendre et que vous êtes aussi illogique, car vous êtes le complice de tout ça. Miles Morales est confronté à d'autres versions de Spider-Man pour qu'ils comprennent ce qui fait un Spider-Man, confronter leurs traditions et les pousser à un renouveau. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah. I'm gonna do my own thing. Une femme immigrée travaillant dans une laverie au bord du divorce, ayant une fille lesbienne qu'elle n'arrive pas à comprendre, se retrouve confrontée aux autres chemins que sa vie aurait pu prendre pour voir en quoi la voie qu'elle a prise est tout aussi importante. Dans une autre vie, j'aurais aimé faire des lessives avec toi. Sans oublier de gérer les impôts. Mais les grosses compagnies de comics et de films de super-héros, eux tout ce qu'ils retiennent, on peut envoyer se faire foutre le canon pour faire revenir les acteurs des précédents canons, yes! Ou encore, on peut faire différents modèles de jouets pour les mêmes personnages! Sauf que même chez Marvel, il y avait un minimum de pertinence. Doctor Strange, Loki et Wanda sont confrontés à des versions alternatives qui ont sombré dans le côté obscur pour confronter leurs frustrations qui les rongent et apprendre de leurs erreurs ou jalouser la réussite d'une version d'eux-mêmes qui a eu ce qu'ils voulaient. C'est très basique, hein, ce n'est pas plus évolué que ce que faisait Star Trek dans les années 60, mais c'est un procédé narratif testé, approuvé et efficace, et au moins ils accomplissent cette base. Même Spider-Man No Way Home, dont j'ai fait tout un fermé-là sur sa catastrophe narrative, a compris l'intérêt de remise en question de Spider-Man en le confrontant à des vilains ayant leur propre vision de Spider-Man et de ce qu'il devrait être, ainsi que le mettre en face à deux autres Spider-Man qui lui servent de modèle à suivre ou éviter. Donc comprends que c'est un petit peu la merde quand tu me forces à te comparer à Spider-Man No Way Home et que c'est ce dernier qui gagne. The Flash utilise vraiment le multivers uniquement pour faire venir un maximum de héros et d'acteurs. La bande-annonce le faisait comprendre en montrant de façon glorieuse l'enchaînement de deux logos de Batman, celui de Keaton et celui d'Affleck. Faire revenir Michael Keaton en Batman est la quintessence de faire revenir un acteur et une version du personnage populaire, mais rien faire avec. Quand je pense que le mec a refusé de reprendre le rôle de Batman dans Batman Forever, car il n'aimait pas la tournure du scénario, pour finalement le reprendre après plusieurs reboots pour un film encore plus mal écrit. Il y a un capa pour dire que c'est plus mal écrit que Batman et Robin. Bon alors déjà, disons-le, revenir dans le rôle de Batman 9 ans après Birdman, un film qui dit grosso modo que c'est chiant et frustrant de se séparer de l'image du super-héros qu'on a adapté dans le passé alors qu'on veut faire quelque chose de plus digne artistiquement dans une industrie envahie par des blockbusters super-héroïques, ça le fout mal. Ils lui ont mis une cape à lui aussi, c'est pas vrai. Mais admettons que ce n'est pas un acte hypocrite de faire du Spider-Man et de reprendre le costume de Batman après avoir relancé sa carrière sur un tel film. Quitte à faire revenir Michael Keaton dans le rôle de Batman à l'âge de 70 ans, profitez que vous avez un Michael Keaton de 70 ans. Oui, je trouvais ça cool de donner une occasion à cet acteur qui a fini par trouver le respect qu'il mérite des années après Batman, de montrer son vrai talent dans le rôle et lui donner l'occasion d'explorer d'autres aspects de son personnage. Mais non seulement je n'ai rien vu de nouveau avec ce Batman-là, mais je n'ai pas vu le Batman de Keaton et Burton non plus dans ce film. L'une des forces du Batman de Keaton reposait aussi sur la mise en scène de Burton, qui savait que ce costume serait ridicule s'il n'y avait pas un jeu d'ombre et de lumière mortel pour l'accompagner. Preuve en est, quand on voit ce Batman en plein jour dans The Flash, ou éclairé à la zob, il a du mal à être crédible. Je sens que le film annulé Batgirl aurait mieux utilisé sa mise en scène pour magnifier ce Batman au vu du style des deux réalisateurs. Mais comme le film est annulé, il n'aurait sûrement pas le traitement colorimétrique prévu en post-prod. Encore moins dans une version leakée, donc on le saura probablement jamais. Mais même au-delà de ça, non, ce n'est pas le même personnage que dans les films de Burton. Déjà parce que clairement, il ne vient pas du canon des films de Burton. Le style graphique de ce monde ne colle pas avec celui de Burton. Et même sa personnalité ne colle pas à ce qu'on connaît du personnage. Y a personne qui a dit Superman. Ça fait un petit peu cliché ça, non? Vous avez choisi le nom de Batman. Ouais. J'ai pas choisi le nom Super Batman. Rien que ça, on parle du mec qui était pas choqué ou impressionné d'affronter un clown armé de ballons et un homme pingouin et son armée de manchots armés de missiles. Pourquoi il trouverait bizarre qu'un super-héros se fait appeler Superman? Et je comprends pas pourquoi maintenant c'est un génie scientifique qui est balèze en physique quantique. Oh, et il est mignon votre clin d'œil là, mais Bruce qui utilise des armes à feu? Ferme ta gueule, film. Je sais que c'est le Batman qui tue, mais utiliser un flingue c'est du foutage de gueule quoi. What happened to no guns? This is a gun. Même ces phrases qu'ils ont repris du film de Burton et qui ont trop de moments de pause pour laisser les fans hypothétiques crier « Wouhou, il a dit le truc !» Je suis Batman.
Oui, on sait, Bruce. Pourquoi tu nous le dis à nous? Tu casses le 4e mur ou quoi, là? Vous voulez jouer les dingues? On va jouer les dingues. Ce dialogue ne colle pas du tout au personnage de Bruce Wayne. Bah si, ça vient bien du film de Burton ce dialogue, non? Tu veux jouer les dingues? Amène-toi, on va jouer les dingues. Oui, à un moment où Bruce, en civil, jouait la comédie pour intimider des gangsters. Tout l'intérêt de ce dialogue, c'est de donner l'impression au Joker qu'il est qu'un petit con nerveux pour cacher qu'il est Batman, d'une, mais aussi pour que le Joker lui tire dessus sans réfléchir après qu'il ait pris de quoi se protéger d'une balle. De tous les dialogues du film, vous avez pris celui qui, ironiquement, représente le moins ce Bruce-là. Lego Batman a mieux utilisé cette référence, et sa façon de bouger, bah, je ne vois pas le Batman de Keaton en action, je vois le Batman d'Affleck, mais avec une skin Keaton. Non mais les gens ils voulaient le retour de Michael Keaton en Batman, non? Oui, mais pas comme ça. Personne n'attendait d'un Michael Keaton de 70 ans de faire ce Batman. Un Batman qui bouge super vite et dégomme des mecs. En fait, les seules réelles demandes d'un Michael Keaton de 70 ans en Batman étaient pour explorer un Batman vieux, genre un Batman brisé qui n'est plus en état de se battre, comme l'avait fait le bordélique Crisis on Infinite Earth du Arrowverse. Là, ce serait comme faire un film Logan où Wolverine est flambant neuf et super fort au combat, ou un Rocky Balboa qui bat Dixon d'un coup de poing. On le voulait pour un Batman crépusculaire, pas pour juste la même chose comme en bon vieux temps. Il faut pas les écouter tous ces vieux cons avec leur bon vieux temps, le bon vieux temps c'était de la merde, voilà. Ça n'est pas intéressant, c'est juste du fanservice artificiel. Les fans auraient voulu voir un équivalent à Dark Knight Returns avec un Michael Keaton de 70 ans. Ça aurait même bien utilisé son jeu d'acteur douloureux et viscéral qui a fait le succès de Birdman. Ou une adaptation de Batman Beyond, Batman la relève en VF. Ou Batman 2000 si vous êtes vieux et nostalgique de Canal+ comme moi. Une histoire où Bruce Wayne doit laisser tomber le costume pour le remettre à un nouveau héros. Une des raisons pour lesquelles le Batgirl aurait probablement mieux utilisé leur Batman, car justement ça semblait parler du passage de flambeau. Ah mais en fait on avait aussi prévu un film Batman Beyond avec Michael Keaton. Quoi? Bah pourquoi vous l'avez pas fait alors? On attendait de voir si le film Flash avait du succès avant d'approuver ce projet-là. Vous vouliez faire un film Batman Beyond après avoir fait revenir Michael Keaton dans le rôle de Batman? Mais c'est débile, parce que dans ce film, vous montrez qu'il a pas besoin de faire Batman Beyond vu qu'il arrive à rentrer dans le costume sans souci. Mais attends, Michael Keaton, il devait pas être le Batman fixe post-Flash dans l'univers DC Comics? Mais du coup, il n'aurait fait que 3 films au final, non? Si vous aviez déjà prévu de remplacer Keaton par Terry McGinnis, bah, tant qu'à faire, faites même pas revenir Keaton, faites Batman Beyond mais avec Ben Affleck, quoi. Vous même pas pourquoi vous vous embêtez à rendre Batman Beyond canon, faites juste un film Batman Beyond à part, ça suffira. Et vous alliez où au bout d'un moment avec ce nouvel univers cinématographique? Non, parce que si vous aviez aucune destination de prévue, bah, tant qu'à faire, laissez les réalisateurs faire tout ce qu'ils veulent et envoyer chier l'univers cinématographique, quoi. Et Marvel, alors pourquoi ils le font pas, eux? Mais justement, c'est nul aussi quand Marvel le fait. Leurs meilleurs films, ce sont ceux qui en ont rien à foutre de l'univers cinématographique ou des canons. Vous auriez pu, justement, éviter l'erreur de Marvel. Mais non, comme d'habitude, vous faites les mêmes erreurs, mais en pire. Les autres caméos ne sont hélas pas mieux. Celui de Wonder Woman qui est là juste pour voir si elle peut faire pire dernier film et pire caméo que Shazam 2. Oui, elle peut. Et ce, avec un gag nul à base de lasso de vérité. Je me suis forgé une image de toute puissance pour compenser le trauma que j'ai subi enfant. Ouais, je sais que le sexe ça existe, le truc c'est que j'ai jamais pratiqué. Et là, le criminel qui est attaché à Batman a une idée. Eh, c'est quoi ton vrai nom? Bruce Wayne. Oh merde! Eh les gens, Batman c'est Bruce Wayne. Je mens pas parce que j'ai le lasso de vérité sur moi. Aussi, les gens ont oublié comment marche ce lasso. Il te force à dire la vérité quand on te parle. Que Bruce réponde « j'ai un trop gros ego pour dire merci », ça suffisait. Mais le reste, avec Barry qui balance qu'il est puceau, ce n'est pas comme ça que ça marche. Personne ne parlait de sa vie sexuelle en dehors de ça. Quand je pense que des gens critiquent la scène où Aquaman balance tout dans la Whedon Cut, alors que ça collait au fait qu'il voulait faire le mec classe à la base pour finalement révéler sa vraie nature. Et c'était une des rares bonnes scènes de développement de personnages que Whedon avait pu caser dans ce bordel. Là, c'est juste un gag gratuit de mauvais goût et qui ridiculise encore plus le personnage de Batman que ne l'a fait la série Harley Quinn. Et au moins, Whedon n'a pas moqué Flash pour être puceau. Je vais pas complimenter Joss Whedon tous les jours, donc profitez-en. Joss qui? On a Ben Affleck. Oui, je considère son apparition comme un caméo, car vraiment sa scène d'action en ouverture ne sert à rien à part lui donner assez de temps d'écran pour faire croire qu'il a un rôle important. La scène pouvait s'arrêter à Alfred qui contacte Flash et ce dernier fait la séquence débile du baby shower. Alfred, qui a le second caméo le plus téléphoné du film, le premier étant Temuera Morrison dans le rôle du papa d'Aquaman. Votre femme est bien reine de l'Atlantide. Non. Genre, il avait besoin de se retourner pour confirmer que sa femme est toujours vieille et moche.
Quoi? Mais bien sûr, ce n'est pas de ces caméos-là que vous voulez que je parle. Vous voulez que je parle des caméos qui sont à la limite de l'illégal, pas vrai? La séquence du multivers qui s'écoule a fait énormément polémique, non seulement pour la mocheté de la synthèse qui a des relents de Roi Scorpion, mais surtout pour les personnes représentées. On va commencer par le moins illégal, Nicolas Cage en Superman, qui est bien sûr une référence au projet abandonné de Tim Burton d'adaptation de la mort de Superman, où Nicolas Cage devait justement jouer Superman. Et on le montre en train de combattre une araignée géante, parce que c'était le délire du producteur de ce film, qui voulait mettre une araignée géante là où il pouvait. Après l'annulation de ce film, il a fait Wild Wild West. Tout s'explique. Projet qui faisait peur à beaucoup de fans, mais j'admets, j'aurais été un peu curieux de voir ce que ça aurait donné. Il y a d'ailleurs un chouette documentaire sur ce projet abandonné, je vous conseille de jeter un œil. Ça ou écouter les conférences de Kevin Smith qui en parle, c'est très rigolo aussi, ouais. Did he bring up the spider? I said he did, he brought up the spider, he tell you guys about the spider, like every day with the fucking spider. Nicolas Cage a confirmé qu'il a bien tourné une scène pour le film et a aimé se voir en Superman. Mais sa scène ne mettait pas en scène l'araignée géante. Ça a été une surprise même pour lui. Ils ont pris son image et refait une scène complète sans le mettre au courant. C'est pour ça que lui et les autres caméos de ce passage ressemblent à des personnages de jeux vidéo. Ils sont pas basés sur un scan complet de l'acteur ou sur de la performance capture, c'est littéralement une créature de synthèse faite par les animateurs. Le même problème que pour le Roi Scorpion, justement. Non, et puis j'ai du mal à voir là-dedans un hommage ou un projet abandonné de Tim Burton, quand on voit que Tim Burton n'a vraiment pas apprécié cette scène. En autre caméo virtuel, nous avons Teddy Sears dans le rôle de Jake Garrick, le Flash classique. Teddy Sears qui a découvert qu'il était dans le film Flash le jour de sa sortie. Ce qui est con, car ceux qui ont regardé la série Flash, où Teddy Sears joue Jake Garrick, savent qu'il ne joue pas Jake Garrick. Il joue Zoom, le méchant principal de la saison 2, qui a pris l'identité de Jake Garrick. Donc votre séquence glorieuse mettant en valeur les héros classiques de l'univers d'ici rate son coup en démontrant que vous ne savez pas ce que vous référencez là en fait. Aussi, les acteurs qui ont joué Flash dans les deux séries télé, Grant Costin et John Wesley Shipp, celui qui jouait le vrai Jake Garrick dans la série de 2014, ont déclaré être déçus que Warner et DC n'aient pas pensé à leur faire à eux un caméo dans ce film, alors qu'ils sont les interprètes les plus connus du personnage. Et ouais, vu que vous référencez la série de 2014 avec Teddy Sears, pourquoi vous les avez pas pris eux? Mais ça, ce sont pour les caméos de gens toujours en vie. Qu'en est-il des caméos de gens morts? L'image de Christopher Reeve en synthèse moche a fait le tour des réseaux. Et oui, il est dégueulasse. Mais pas pour autant immoral. John Glover, l'acteur qui jouait Lionel Luthor dans Smallville, avait fait une bonne remarque sur Christopher Reeve, expliquant que la décision revient à sa famille. Ce qui ne veut hélas pas dire grand chose quand on voit comment les héritiers de Louis de Funès ont mal utilisé son image dans Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Et comme John Glover avait travaillé avec lui, il savait à quel point Reeve était passionné par Superman et aurait probablement accepté qu'on utilise encore son image après sa mort. Donc oui, je suppose qu'on peut voir ça comme un hommage à l'acteur qui a tout donné au personnage. Là où c'est outrageant par contre, c'est pour l'autre Superman. Cet acteur-là est George Reeves. Aucune relation, il a un S à la fin de son nom. Pas que sur la poitrine. C'est le tout premier acteur à avoir joué Superman pour la télévision. Et lui, par contre, il aurait pas voulu de ce caméo. Parce que jouer Superman a ruiné sa carrière en l'enfermant dans l'image du super-héros. C'est même supposé par sa fiancée, Leonor Lemon, que l'impossibilité pour lui de trouver le genre de rôle qu'il voulait l'aurait poussé au suicide. Donc ce pauvre gars qui n'a pas trouvé d'échappatoire à l'image de Superman que sa propre mort, et bah les gars de Warner, en faisant ce caméo, montrent qu'ils pissent sur sa tombe, déterrent son cadavre et le remettent dans le costume pour montrer que même dans la mort, il n'y échappera pas. Et de ce que j'en sais, il n'a pas eu de descendance, donc du coup, quelle famille a approuvé l'utilisation de son image dans cette histoire? Bah d'ailleurs, est-ce que la famille de Christopher Reeve a donné l'autorisation pour qu'ils utilisent son image dans ce film? Ou Adam West? Ou Cesar Romero? Est-ce qu'il y a au moins une famille qui s'est publiquement exprimée là-dessus? J'ai cherché une confirmation officielle, mais tout ce que j'ai trouvé c'est le tweet de John Glover qui parle de ça. Mais en vrai, il en sait rien. Et Alan Slater, elle en pense quoi? Elle est toujours en vie, mais personne ne semble avoir demandé son avis sur son caméo en Supergirl version PS2. Et pour finir, le caméo de fin. Pas celui de Jason Momoa qui se met en condition pour tourner dans Aquaman 2 et torturer Amber Heard. Non, je parle bien sûr de George Clooney. 3 fins étaient prévues pour le film. La première devait montrer que Supergirl et Batman Keaton sont toujours dans cette timeline, annonçant Supergirl comme la nouvelle héroïne d'ici à avoir ses films par la suite, et Batman Keaton comme le nouveau Batman régulier du DCU. Ils ont finalement tourné une fin où devait apparaître Henry Cavill et Gal Gadot, car ils espéraient relancer des films avec le Superman de Cavill, et Wonder Woman 3 était toujours planifié. Et on mettait aussi Batman Keaton, toujours pour l'officialiser comme le nouveau Batman régulier. Mais Black Adam a fait un four, démontrant aux yeux des producteurs que l'engouement pour le retour de Cavill n'attirait pas assez. Les critiques
critiques du dernier Wonder Woman et les autres projets de l'actrice ont découragé l'idée de faire un Wonder Woman 3, et ce bâtard avait annulé tous les films avec Batman Keaton. Donc on fait une troisième fin avec George Clooney. Pas pour annoncer Clooney comme le nouveau Batman régulier, mais pour ridiculiser la situation, car au moment où de tourner la scène, ils savaient qu'ils allaient tout rebooter, et que ce film n'amène à rien. Donc ils tournent la fin en ridicule en faisant venir une version de Batman qui sont sûrs de ne pas faire revenir régulièrement. C'est paradoxal! Tu dois connaître ces personnages et leur histoire pour savoir ce qui se passe. Et si tu connais ces personnages, bah tu vas pas aimer ce qui se passe en fait. Ce que je vois, c'est le monde virtuel de Space Jam 2. Juste Warner qui se la pète à te montrer « Regardez, on a ses propriétés intellectuelles, c'est trop cool, pas vrai ?» Faites pas attention à celui-là par contre. Ça participe aussi à l'une des craintes de la grève des acteurs. Hollywood va juste prendre l'image d'acteurs comme Nicolas Cage et Christopher Reeve pour les recréer en images de synthèse et faire des films sans eux, voire sans leur autorisation. Parce que les acteurs ne sont que des outils pour les producteurs de ces univers cinématographiques. C'est le truc que Ready Player One critiquait. On nous promet tous ces personnages, mais c'est qu'une copie virtuelle. Ce n'est pas le vrai truc. Je veux bien qu'on fasse des films sur Batman Keaton, sur Flash ou sur Supergirl. Je vais pas trop parler d'elle car j'ai pas grand chose à lui reprocher, à part son changement soudain d'avis sur l'humanité et la façon trop facile dont elle se fait tuer, mais l'actrice a du talent et vend bien une version féminine de Man of Steel, ce qui est impressionnant quand on sait que c'est littéralement le premier film de Sacha Callier. Ouais, à la base, c'est une actrice des Feux de l'amour. Ah, je juge pas, hein, c'est même pas la première fois qu'un héros d'ici était joué par un acteur des Feux de l'amour, hein. Bref, je veux bien que vous me faisiez un film sur ces personnages, mais si vous le faites, racontez quelque chose avec eux. C'est ce qu'a fait The Batman, Joker ou même Man of Steel. Vous contentez pas de la forme de caractérisation stéréotypée et de phrases cultes dites aléatoirement, car j'ai juste l'impression de voir un jouet plus qu'un personnage là. Chose confirmée par Michael Shannon qui joue Zod, qui a déclaré qu'on a fait revenir son personnage pour rien, à part lui donner l'impression que les films de multivers sont comme des gens qui jouent avec leurs jouets. Et quitte à regarder une version jouet de Batman, bah autant regarder Lego Batman directement, hein. C'est un bien meilleur film. Mais le film raconte quelque chose. Il parle de la nécessité du deuil et il montre qu'on ne peut rien changer avec Flash qui doit renoncer à sauver sa mère. Donc rien qui nécessite Supergirl, Zod, Batman Keaton ou un George Reeves en synthèse. Non, et puis je me la pèterai pas trop avec cet aspect-là du film parce que c'est le pire truc du film. Ah carrément. Le pire truc? Mais les rares gars qui ont aimé le film aiment bien le drame de ce film. Ils aiment le drame, oui. Mais qu'est-ce que vous racontez avec ce drame-là, en fait? N'auriez-vous pas, disons, accidentellement, à rajouter des implications douteuses? You can't save them. Donc, le thème principal de ce film, c'est « Tu ne peux pas sauver tout le monde ». Donc, la leçon que Spider-Ham donne à Miles Morales dans Spider-Verse. Le plus difficile dans le boulot qu'on fait, c'est que, malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Les deux Flash sont confrontés à ça durant le combat final où Zod gagne, tue Supergirl, prend le codex dans son ADN, lance le terraformage qui va détruire toute vie sur Terre, et où Batman meurt. Ils utilisent bien sûr leur capacité à remonter le temps pour changer ça, mais le résultat est le même. Donc le premier Barry en conclut... C'est inévitable ce qui se passe, on aura beau essayer 1 million de fois, on n'arrivera jamais à arranger ça. Quoi qu'on fasse, ce monde meurt. Aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi vous pouvez pas changer ça? Non, vraiment, je parle en tant qu'anomalie statistique qui donne beaucoup de bénéfices à la scène où Superman tue Zod car c'était le seul moyen de sauver une famille innocente. Pourquoi tu ne peux pas changer ça, Barry? Et je parle même pas du fait que tu peux voyager dans le temps, je parle du fait que pourquoi c'est impossible de sauver ces deux-là? Avec ton pouvoir de super vitesse, tu peux déposer Batman dans un autre pays le temps que la bataille se passe, et boum, t'as sauvé Batman! De toute façon, dès qu'il a plus son Batplane, ça ne sert à rien de le laisser continuer la bataille. Tu ne vas pas foutre un vieux Batman non préparé contre des militaires kryptoniens super forts, alors que même le Batman Affleck avait besoin d'une super armure et de kryptonite pour mettre à terre un seul. Pour Supergirl, c'est encore plus con car la façon dont elle se fait battre à chaque fois fait vraiment forcer. Genre hop, je me laisse tuer. Surtout que si vous vous souvenez de Man of Steel, Zod dans cet état-là était censé être moins fort que Superman lui-même. Son scaphandre le protège du soleil jaune, car sans ça le changement d'atmosphère le mettrait KO. C'était un point qui mettait Superman en avantage sur Zod. Sans votre casque, vous captez tout. Et ça fait mal. J'ai pas raison.
Rajoutez à ça que Supergirl est définitivement plus violente que Superman, n'hésitant pas à tuer, probablement à cause des années de torture dans la base russe. Mais aussi, là où dans le comics Flashpoint, les conditions de captivité de Superman l'ont rendu maladive, de ce qu'on en voit dans le film, ces tortures ont rendu Supergirl plus endurcie. Et donc, au risque de passer pour le genre de mec qui se dispute pour savoir qui est le plus fort entre Son Goku et One Punch Man, dans le contexte de ce film, Supergirl devrait être plus forte que Superman, qui était déjà plus fort que Zod en scaphandre. Donc ça n'a pas de sens qu'elle se fasse battre si facilement. Mais surtout, ça. Barry vient de putain de tuer un Kryptonien là. Il l'a one shot. Je vais pas me relancer dans le débat de les super-héros qui tuent, mais ouais, c'est très fucked up de voir le comic relief de la Justice League, celui qui osait à peine tuer des monstres extraterrestres dans son précédent film. Je peux être transparent là, j'ai jamais bataillé de ma vie. J'ai juste poussé des gens avant de filer en vitesse. Faire une mise à mort à la Reverse Flash. Pardonne-moi. Mais pour moi, tu es mort depuis des siècles. Mais quitte à faire une Reverse Flash, fais-en une sur Zod ou sur les autres Kryptoniens, non? Que tu marras facilement quand même, en plus. Même Barry 2 se retrouve avec un bras couteau à cause d'un accident de phasage. Il arrive à en buter facilement, notamment la plus forte de l'armée kryptonienne, et il n'arrive pas à gagner la bataille à lui tout seul et sauver Supergirl? Après 1 milliard de tentatives? Comme le plus rapide du monde, mon cul. D'un côté, les Kryptoniens sont ultra nerfs, mais de l'autre, ils gagnent quand même, c'est débile. Mais revenons au voyage dans le temps. Batman et Supergirl se font tuer une fois, donc les deux Flash remontent le temps pour les sauver. Et t'as ce plan qui te fait bien comprendre qu'il y a actuellement 4 Flash maintenant. Les deux autres n'ayant plus rien à faire, vu qu'ils n'ont plus à rester comme des piquets à réagir bêtement à la mort de Batman et Supergirl. Donc... ils foutent quoi les deux autres? Et pourquoi ils aident pas contre Zod? Mieux, le Barry qui sauve Batman, tout ce qu'il avait à faire c'est dire à Batman de ne pas tirer de missiles sur le gros vaisseau. Je m'attaque au gros vaisseau. Décroche Bruce, le vaisseau amiral a un bouclier. Bien reçu. Et les autres Flash sont pas genre, mais je n'ai pas dit ça en fait. Et ils ne se croisent à aucun moment. Et du coup tu fais quoi en attendant que Batman se crache et se fasse buter? Aide-le bordel! Comme le plus rapide du monde, mon cul. Non mais tu comprends pas, c'est un commentaire méta à la Across the Spider-Verse qui montre que ça fait partie des traditions du super-héros d'avoir des origines dramatiques. Quelle tradition? Mais t'as jamais lu de BD Flash en fait? J'en ai lu bien plus que toi, parce que moi je sais que l'histoire de la maman de Barry qui se fait tuer, elle date que de 2009. Quoi? Non! Ah si, j'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur Flashpoint. C'était un retcon que Geoff Jones a imposé en 2009, ça en fait. Salaud! Ta gueule! Ton gourou a toujours été là pour adapter les bandes dessinées de Geoff Jones, fais avec! Et avant que Geoff Jones ne retconne ça, Barry Allen n'avait pas d'origine dramatique. Mais du coup, comment il est devenu un super-héros? Il s'est pris la foudre et a acquis le pouvoir de super vitesse, voilà. C'est tout? Mais... sa motivation pour combattre le crime, c'est quoi? C'est juste un gars avec des super pouvoirs qui veut juste aider les gens. Ça existe quelquefois dans la vraie vie, des gens qui veulent juste aider. DC et Marvel vous ont tellement levé le cerveau avec leurs histoires dark et dramatiques que vous avez oublié qu'à la base, les super-héros, ils avaient pas forcément besoin d'une origin story dark pour vouloir aider les gens. Ça marche pour Batman, mais pas tous les super-héros sont obligés d'être comme Batman. Et puis surtout, c'est l'opposé. Cette scène trahit l'une des traditions les plus importantes dans le domaine des super-héros. Laquelle? Sauver des gens! C'est dingue que vous vous êtes tellement enfoncé dans le spectacle anti-intellectuel, le fanservice et tout, que vous vous retrouvez à faire un film de super-héros où le super-héros doit apprendre à arrêter de vouloir sauver des gens. Il n'y a rien de plus offensant pour un fan de super-héros que ça à mes yeux. Les super-héros sont des super-héros parce qu'ils sauvent tout le monde. Ils sauvent leurs parents, ils sauvent les personnes qu'ils aiment, ils sauvent les personnes qu'ils n'aiment pas, ils sauvent leurs associés, ils sauvent le super-vilain, ils sauvent tout le monde. C'est pour ça que beaucoup ont du mal avec Superman ou Batman qui tue. Mais tu vois, même dans ces cas-là, Superman sauve le monde, Lois et une famille d'inconnus. Batman sauve Gotham, Vicky Vale et Martha Kent. Il y a toujours un truc où le vrai moment qu'il est défini, c'est quand il sauve quelqu'un. Dans ce film-là, Flash sauve des bébés dans une scène se voulant ridicule, sauve Supergirl pour la laisser crever après, et ne sauve même pas l'enfant qu'il avait sauvé dans la principale timeline durant l'attaque de Zod. Il sauve son père de la prison en faisant le truc que tout le film lui dit qu'il doit pas faire, et il en subit une conséquence en fin de film, démontrant, comme je le disais, qu'il n'a rien appris. C'est même dégueulasse pour la mère, parce que la sauver elle, ça détruit le monde, mais sauver son père, ça fait juste revenir George Clooney en Batman. Non mais, en même temps, comment il aurait pu faire sortir son père de tôle? Tu te plains qu'il sauve pas sa mère, mais pour le père, hein, t'as moins de problème, hein. Parce que la situation est artificiellement forcée pour qu'il n'y ait pas d'autre solution pour sauver son père que de remonter le temps. Justement, il ne peut pas changer ça sans modifier le cours du temps. Ouais, tu confirmes ce qu'il vient de dire, là, en fait. Bah ok, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre pour sauver son père, alors, hein? Trouver l'assassin. Qui? Exactement! On a oublié qu'il y avait un assassin dans tout ce bordel!
Je veux dire, si ça se trouve, le mec a tué d'autres personnes et tue toujours dans le présent, et il doit être arrêté. Donc pourquoi il n'utiliserait pas son pouvoir de voyager dans le temps, pas pour arrêter le meurtre de sa mère, mais pour voir comment ça s'est passé, identifier l'assassin, le forcer aux aveux, et comme ça, il fait libérer son père. C'est quand même une tactique plus logique pour le faire libérer que de risquer de changer l'espace-temps en déplaçant des conserves de sauce tomate. C'est comme s'il voulait garder le secret sur l'identité de l'assassin pour une suite ou quelque chose. Et je vois pas l'intérêt de faire ça pour un assassin OSEF comme le suggérait ce film. Oh putain, me dites pas que là aussi ça devait être Reverse Flash qui vient du futur. Oui, c'était ça. Oh putain de merde, donc vous êtes encore tombé dans le piège de faire de la mort de Nora Allen un changement temporel par zoom. Ce qui, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Flashpoint, rend encore une fois absurde l'idée de point fixe dans le temps que vous imposez autour de sa mort, vu qu'on a clairement eu une timeline où elle était en vie à un moment, et où ça n'empêchait pas Barry de devenir Flash. Ou même le reste de la Justice League d'être la Justice League qu'on connaît. Et puis c'est débile, parce que la raison pour laquelle le tout repose sur cette conserve de merde, c'est pour qu'Henry soit à la maison quand l'assassin arrive, pour qu'il ait peur de prendre le risque d'entrer par effraction. Et clairement ça a marché, car justement, Henry qui reste à la maison ce jour-là, sauve Nora. Donc, t'essayes de me dire que Reverse Flash avait peur d'Henry? C'est encore plus con quand tu vois que les autres versions de ce meurtre, Zoom s'en fout qu'Henry soit là. Il la bute même devant ses yeux dans le comics. Si c'était Reverse Flash, et bien dans ce cas, pourquoi Reverse Flash a attendu que Nora soit seule pour la tuer? Et si ça le gêne vraiment, pourquoi il va pas à un autre moment dans le temps où elle est seule? Et avec tout ce bordel avec le Dark Flash et tout, bah qu'est-ce qu'il foutait Reverse Flash pendant ce temps? Ah ouais, c'est con ça, hein? C'est comme si en privilégiant le message au contexte, vous avez fini par faire une histoire qui n'a aucun sens. Mais vraiment, que la leçon du film ne soit pas juste accepter le deuil pour un personnage tertiaire qui fait 5 minutes de film, ou faut pas remonter le temps, mais carrément, faut pas sauver des gens, c'est vraiment que les mecs ont rien compris au genre qu'ils adaptent. Tout ça parce que Barry abandonne l'idée au bout de 2 tentatives. On n'a rien essayé, on est vraiment à court d'idées. Eh, sachant que ce film insiste sur le fait qu'on est dans une dimension parallèle, et pas dans une ligne temporelle différente, ce qui ne marche pas comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Flashpoint, alors ça veut dire que Flash a laissé Zod détruire toute une planète pour rentrer chez lui et oublier tout ce bordel. Et la réalité qu'on a laissée derrière nous? Et la réalité dans laquelle Hitler guérit le cancer, Morty? La réponse est arrête d'y penser. Cette fin, c'est comme si à la fin du premier Spider-Man, notre héros laissait crever Mary Jane au lieu de faire l'effort incroyable de la sauver, elle et les enfants. C'est comme si les Avengers laissaient tomber le casse temporel et ne faisaient pas revenir à la moitié de l'univers. C'est comme si les Gardiens de la Galaxie laissaient Rocket mourir. On critique la fin de Superman depuis des années, mais je préfère le Superman qui remonte le temps en tournant autour de la Terre pour sauver Lois, plutôt que Flash qui se résigne parce que oh là là, ça me dépasse, l'espace-temps c'est pas rigolo, hein. Oh well, that's alright then. Même dans The Suicide Squad, un film sur des super vilains, il sauve des gens à la fin. Au mieux, vu qu'on parle de Flash, la fin de la Snyder Cut, eh bien ce con de film dit que Flash n'aurait pas dû remonter le temps à ce moment-là et aurait dû laisser la Justice League et la planète se faire désintégrer. Beaucoup de fans critiquent la scène du peut-être dans Man of Steel parce que l'idée que le père du plus grand super-héros de tous les temps lui dise qu'il devrait peut-être laisser des gosses mourir est vue comme un affront, un blasphème, la pire des offenses pour un fan de Superman. Mais au moins cette scène se voulait comme un moment de faiblesse d'un homme qui veut protéger son fils du reste du monde. Et à la fin, Superman finit par prendre ce risque et de sauver des gens. Il y avait un arc, un propos nuancé. Là, Flash sauve son cul en faisant tuer sa mère, plutôt que de faire l'effort totalement faisable pour lui d'arrêter un génocide. Oh well, that's alright then. C'est pour ça que ce film mérite la plus sévère des condamnations. Ce n'est pas juste pour avoir servi d'alibi à un individu dangereux, d'avoir bafoué des figures de la pop culture, ou d'être mal écrit et moche à regarder, ce qui sont déjà des trucs très graves, hein, certains pires que d'autres. Mais c'est aussi parce qu'au final, ce film dit carrément que c'est mal de trop vouloir sauver les gens. Et je le dis devant le juge et la cour de justice, va te faire foutre, film de merde! Et le pire, c'est que je suis sûr que ce n'est pas volontaire comme message, que Muschietti et sa team ne se sont juste pas rendus compte de ce qu'ils racontaient là, car tout le monde s'en fichait de l'histoire. C'est un récit conté comme un idiot, plein de bruit et de fanservice qui ne signifie rien. C'est aberrant que leur promesse d'un nouvel univers cinématographique et d'offres de fanservice est telle qu'ils vont jusqu'à dire un truc qui va à l'opposé de ce que le terme héros signifie. Je n'ai jamais l'impression d'avoir un être humain qui veut me transmettre quelque chose ou qui veut me parler. Le seul moment où je ressens une tentative de communiquer, c'est pour la fin avec George Clooney, qui est une punchline pour dire que l'industrie responsable de Batman et Robin n'a pas changé et n'a appris aucune leçon. Qu'est-ce qui vous prend? Disparition ninja! Ok, donc
Vu que la défense vient littéralement de prendre la fuite, Le film est jugé coupable du coup Donc oui, le film est jugé coupable devant les heures de blabla qui ne laissent pas d'espace pour en placer une à la défense la plus catastrophique qui m'ait été donnée de voir. En même temps, ce sont des cadres hollywoodiens. Ils s'en fichent de la qualité du film, du moment que le film se vende. À se demander jusqu'où ils iront, ces cons-là. Je vous le jure, j'ai tout essayé, mais ils sont quand même arrivés à la conclusion que ce film est notre nouveau Batman et Robin. Toujours aussi chiant, ce monsieur J. On va pas tenir longtemps comme ça, monsieur. Faut laisser tomber la méthode Marvel, on est nuls à ça. Et laisser Disney gagner? Hors de question. Mais alors comment on va faire pour les combattre si on saigne des millions chaque semaine? Ne t'en fais pas. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Hammond, il est temps qu'on parle. Es-tu intéressé par un rachat? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Patreon, où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties comme votre nom au générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts, ainsi que le choix d'un jeu pour un prochain live sur ma chaîne Twitch. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.